Bon après-midi tout le monde et merci d'être présent parmi nous aujourd'hui. La politique, c'est aussi mon affaire. It's going to be a bilingual discussion. We have multiple panelists and some of them, of course, are Anglophones. So this conference is organized by Africa Development Network. La conférence est donc organisée par Africa Development Network et l'agenda aujourd'hui sera très intéressant, mais je vais commencer par laisser le président de Africa Development Network nous donner son mot d'introduction. Ensuite, nous allons passer à travers les points de discussion de la journée et faire une présentation, bien sûr, des panélistes qui sont aujourd'hui parmi nous. Alors, Monsieur André Gallo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter simplement c'est quoi ADN en quelques mots et vous dire également pourquoi nous avons fait le choix de cette conférence en ce temps assez important de l'année. Donc, thank you, Sandra. Today, I'm going to just present what ADN is all about, and I'm going to also thank all the volunteers who put hands together so that we can have these days, so that this event can exist. And ADN is simple. A network of Africans, Afro descent and friends of Africa, who unite themselves and want to solve problems of our community together. So one of the key aspects of what we do is to try to inform our community, try to see what are the gaps in our community and bridge those gaps by information. This is one of the topic. This is one of the reasons this conference exists, for example. And also we want to unite our community, the Afro descent community, and we want to bring them together so that we can help each other and we can realize projects together. Donc, Africa Development Network, c'est quoi? C'est simplement un réseau d'Africains, d'Afro-descendants et d'amis de l'Afrique qui se sont mis ensemble, ces personnes-là, pour identifier les problèmes qui existent dans notre société africaine, autant sur le continent africain que dans la diaspora, et trouver des solutions communes, c'est-à-dire que regarder les forces et le potentiel de chaque Africain, autant sur le continent que dans la diaspora, et trouver comment mettre ce potentiel-là en commun pour pouvoir régler nos problèmes. Donc, l'un des aspects les plus importants de notre stratégie, c'est l'information. Et cette conférence sur la politique, c'est aussi mon affaire, s'inscrit donc dans ce sillage de l'information. Trouver des voies et moyens d'informer nos populations sur des enjeux, sur des problématiques diverses. L'autre pilier, c'est réunir cette population et essayer d'identifier les forces que nous avons, les mettre ensemble pour réaliser des bons projets ensemble. Et le troisième pilier, c'est bien le soutien mutuel, parce que nous avons déjà vent de beaucoup d'initiatives qui existent dans la communauté, et comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir ces initiatives-là par les forces internes de la communauté, mais également par l'ensemble des partenaires qu'on peut identifier et que nous avons identifié, que nous sommes encore en train d'identifier. Donc, je vais citer par exemple dans les réalisations de l'ADN jusqu'à présent, nous avons réalisé 2 conférences de l'ampleur de celles que nous voulons faire aujourd'hui. La première était sur l'impact du Covid-19 sur les économies africaines. Donc nous avons fait venir un certain nombre de panélistes qui nous ont éclairés sur cette question. Nous avons il y a quelques mois également organisé une conférence sur l'éducation. Comment comprendre le système éducatif canadien et comment mieux préparer nos enfants à intégrer ce système-là. So some of the things that we do in terms of information are, for example, when we organize a conference on the impact of COVID-19 on emerging economies last year, or this year when we organize another conference on how to better prepare our kids in this Canadian system
So how to understand the educational system and how to better prepare our kids. So we're going to continue doing this kind of thing so that our population is more informed. We are also launching soon a platform that will help the community to tie together, to get together and to know each other. For example, on that platform, we're going to call it My E-Community, and we're going to be able to identify who are the players in the community by that application. We're going to also be able to help them speak to each other. For example, you don't have a place, a central place where you can see the event organized in a community. So we're going to fix that problem by that application. And we're going to also help young entrepreneurs in the community to showcase what they do on that platform and to help the community to come and see who is doing what in the community so that we can support each other. So this is a big project that we are launching soon and we are working on it already with the support of ACFO. Donc l'un des projets très importants sur lesquels nous travaillons présentement, c'est une plateforme que nous avons appelée Ma Communauté Virtuelle, qui permettra d'identifier les différentes organisations communautaires qui existent et ensuite pouvoir leur donner un espace pour pouvoir promouvoir leurs événements gratuitement et pouvoir permettre aux individus qui portent des projets dans la communauté de pouvoir présenter qu'est-ce qu'ils font dans la communauté. Donc c'est juste un projet, il y en a beaucoup d'autres. Et pour plus d'informations, vous pouvez regarder le site internet de l'ADN. Alors pourquoi cette conférence? Alors cette conférence que nous avons organisée aujourd'hui part d'un constat. La population afrodescendante est en cesse croissante au Canada et avec l'augmentation de la population vient également un certain nombre d'opportunités mais aussi un certain nombre de problèmes. Donc plus le temps passe, plus nous rendons compte que l'une des solutions à nos problèmes, c'est de pouvoir s'adresser à la bonne personne. Et qui de mieux que les personnes qui prennent des décisions. Et nous nous sommes rendus compte que très peu de nos frères et sœurs sont engagés en politique, autant pour voter, donner leur point de vue, que pour prendre du leadership. Donc aujourd'hui, nous voulons, à travers ce panel que nous avons aujourd'hui, essayer de toucher cette question, essayer de permettre à nos populations de mieux comprendre pourquoi s'engager en politique, comment s'engager en politique, et je vais dire encore un grand merci à nos panélistes. So why are we having this conference today? We noticed that the Afro-descent community in Canada in special is growing and growing exponentially. So we want to bring awareness to that community and say we have economic challenges, but also we need to be close to people who make decisions, but also we also need to be those people who make decisions. So we want to bring awareness into the community, and we want to help our community better support the better be involved in that new sphere that is politics. Donc je vais m'arrêter là et puis je vais dire juste un grand merci et merci spécialement à tous nos panélistes qui vont nous éclairer sur ces questions, et j'espère pour vous autres téléspectateurs que à la fin de cette conférence vous ressortirez avec beaucoup plus d'informations que maintenant. Merci Sandra. Merci beaucoup André. Alors, rebonjour tout le monde. Alors, c'est ça. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, as I said earlier, we have several guests today, several panelists. Two of them are here with me in the studio, and the others are on Skype. Alors, ici, en présentiel, aujourd'hui, j'ai Monsieur Garankeba, activiste et politique et communautaire. J'ai aussi avec moi
Madame Renée Chantal Bellinga, qui est conseillère municipale à Montréal-Nord. Et aussi, donc, en ligne, sur Skype, nous avons le député provincial Ahmed Faisal. Bonjour. Et aussi, nous avons Madame Ariel Kayabaga, qui est conseillère municipale à London. Bonjour. Et également, we have Sharmake Dubo, who is the municipal councillor in Victoria, BC. Hello, everybody, and welcome today with us. Thank you very much again. Welcome back. So, politics is also my business. Why? Why the theme of the conference? As the President André Gallo underlined earlier, we have a growing Afro-descendant population in Canada. It's growing, and it's growing not only in terms of demographics, but it's also growing in terms socially, culturally, and we're more and more present in the governments, in the businesses, and etc. However, we have made the observation that unfortunately, in terms of political presence, we are a bit absent. There's a few, of course. However, yes, there's a lack of politicians at all levels. And also, there is another issue. We tend to think that, Afro-descendants don't vote. So today we're here with our panelists to discuss a bit further about this. So today we want it to be not a conference, but a discussion among peers. Nous voulons que ça soit une discussion où nous allons justement pouvoir développer un peu plus sur ces enjeux-là. So why such a weak presence into politics, and why the vote don't seem to actually go along with the Afro-Canadian population. Alors, sans plus tarder, donc, tout à l'heure, j'avais justement, en regardant les photos défilées, je me suis rendu compte que j'ai oublié de présenter deux acteurs assez importants. Merci. Donc, le député Greg Fergus, j'espère qu'il est présent sur les lieux, mais ce sera avec nous. Tout à l'heure, on ne le voyait pas sur Skype, mais il sera présent incessamment sous peu. Et nous avons aussi, bien sûr, Monsieur Franklin Epapé. Monsieur Franklin Epapé, qui est ancien candidat de Barrhaven, mais qui est aussi un leader communautaire assez reconnu et qui, j'en suis sûre, même si il n'a pas gagné les élections il y a quelques années, j'en suis sûre qu'il va se relancer et que la prochaine fois sera la bonne.
So, when we look actually at, Canada, because of course, as I will speak personally, I am a neo-Canadian. So, I'm not really aware, or I actually went in Wikipedia, of course, on the internet, to see what is the historical political portrait of Black Canadians. And Black Canadians have been into politics for a very long time, actually, since the 19th century. And we have seen mainly and mostly at the municipal level, especially in the 19th century. And at the I would say mid 20th century, that's where actually we started seeing MPs and even ministries. And so yes, so we have, there's definitely a history in terms of black politics and black politicians. And currently, when you look at the portrait of black politicians at the federal level, well, we're still very our presence is still to be questioned. Same thing as at the provincial level. Par contre, en ce qui concerne notre présence au niveau municipal, il commence à y avoir quand même une présence qui se fait ressentir. Alors, donc, aujourd'hui, alors comme je vous ai dit, l'agenda sera chargé. Donc, je vais vous proposer à ce qu'on entre dans le vif du sujet et donc qu'on puisse entendre, bien sûr, nos panélistes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Très heureuse d'être ici et de partager ce panel avec des collègues très inspirants partout, qui proviennent de partout au Canada. Oui, absolument. Bonjour Garanké. Bonjour Sandra. Bonjour René Chantal, quel plaisir de vous retrouver avec vous, discuter des sujets qui nous intéressent. Merci. Merci beaucoup. Can you please tell me, est-ce que vous pourriez me parler un peu plus de vous, Madame Renée Chantal Belinga? Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer en politique? Donc, merci Sandra de me donner l'opportunité de partager un petit peu mon parcours politique. Donc, je suis détentrice d'un baccalauréat, d'une maîtrise en sciences politiques, mais je ne me destinais pas à la politique active. C'est un petit peu avec la force des choses, avec un désir d'engagement dans ma communauté que j'ai décidé au cours des dernières années de faire le saut. Donc, avant d'être conseillère municipale, j'ai été commissaire scolaire. Donc, je me suis engagée vraiment dans l'éducation de ma communauté. J'ai pu contribuer à différents projets et de fil en aiguille, en connaissant un peu les défis et les réalités de ma communauté, j'ai décidé de faire ce saut donc en politique municipale, toujours dans mon quartier où j'élève ma famille, où j'ai bien sûr ma communauté, mes amis. Donc, c'est vraiment cet élément-là qui m'a donné le goût là, de pouvoir apporter une contribution plus significative à différents enjeux dans ma communauté. Ok, bon, ben merci beaucoup. Monsieur Garankeba, et vous? Vous êtes donc activiste politique communautaire. Pourriez-vous nous dire à peu près qu'est-ce que fait un activiste politique communautaire? J'ai vu votre bio, mais j'aimerais ça que vous puissiez justement l'expliquer à l'audience et nous dire un peu exactement, premièrement, qu'est-ce que c'est être activiste politique et communautaire et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette voie-là? Bonjour Sandra, encore une fois plus, très très heureux d'être ici à côté de vous. René Chantal, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'occasion du panel qu'on a eu ensemble. Pour revenir à ta question, Sandra, je commencerai par la deuxième question. Comment est-ce que je suis arrivé là? C'est sur les bancs de l'école, sur les bancs de l'université. Avant que j'arrive ici au Canada, j'étais en France.
C'est de là que j'ai commencé mon implication au sein de l'association des étudiants africains de l'Université de Reims. C'est une association très active dans ces années-là, qui s'appelait l'AREA. C'est par là que ça a commencé. Et puis, ça s'est prolongé même dans la ville où j'étais, dans la ville de Reims. Mais essentiellement, c'est au sein de l'association rémoise des étudiants africains que cette fibre de l'engagement m'est venue. C'est par là que j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, qu'en s'engageant, qu'en étant actif, on peut avoir un impact dans la vie des gens qui nous entourent. Et à l'époque, moi, c'était les étudiants, essentiellement les étudiants étrangers. On a réalisé de très belles choses au sein de l'université et qui nous a permis d'avoir un environnement d'études très propice. Et prenant cet exemple-là, je dis, mais le milieu communautaire aussi, ce serait quelque chose. C'est par la Croix-Rouge, d'ailleurs en France, que j'ai commencé à faire mes premières actions de bénévolat. Oh, ok. Et quand je suis arrivé ici au Canada, quand j'ai immigré ici, j'ai vu aussi que c'est un pays dans lequel l'implication communautaire fait une différence, dès le début. Moi, je fais partie des gens, ce sont les organismes communautaires qui m'ont accompagné dans mon processus d'intégration ici. Et j'ai compris très rapidement que au sein de ces organisations-là, que ce sont aussi des personnes qui viennent aider. La politique, c'est quelque chose aussi qui est en lien avec cet aspect-là, parce que j'ai compris que dès le début, en s'impliquant en politique, on peut avoir aussi un réel impact, parce qu'on peut faire pousser des idées. C'est autour de la table que ça se décide. Alors voilà ce que je répondrai sur la deuxième question. Maintenant, pourquoi un activiste communautaire, un activiste politique? C'est une combinaison de ces actions-là qui se retrouvent dans ces perspectives communautaires et politiques. Alors voilà, grosso modo, ce que je pourrais vous dire sur ces aspects de vos questions. Ok, bon ben merci beaucoup. Madame Belinga, alors dites-moi, quels sont selon vous, au niveau municipal, premièrement, les enjeux qui préviennent peut-être une implication plus importante des membres justement des diasporas pas de la diaspora, mais des communautés afro-canadiennes? Merci Sandra pour cette question très pertinente. En fait, je vais prendre pour exemple bien sûr le district où je suis conseillère. Il est évident que différents enjeux peuvent expliquer parfois le manque de participation citoyenne. Je représente à Montréal-Nord l'un des districts les plus diversifiés en termes de communautés noires. Près de 34% de mes concitoyens sont issus des communautés noires, donc communautés haïtiennes, africaines de plus en plus nombreuses, également maghrébines, donc Afrique du Nord. Et au cours des dernières décennies, effectivement, le taux de participation des communautés noires dans mon district est moins important. Qu'est-ce qui peut expliquer ce défi? C'est assez récent à Montréal-Nord que nous ayons des candidats ou des représentants au niveau municipal qui représentent la diversité. Moi, au cours des dernières années, autant comme élu scolaire, parce que c'est également une élection, mais également comme conseillère d'arrondissement, lorsque je faisais du porte-à-porte, on sentait un désengagement des citoyens qui disaient, bien, écoutez, par rapport à des enjeux qui nous touchent, on n'a pas toujours l'impression qu'on est entendu. Autour de la table, on ne se sent pas représenté par rapport à certains enjeux. Donc ça, c'est un élément effectivement à prendre en considération. Moi, ça a été, je suis quand même rendue presque à ma 4e année à titre d'élu, ça a été vraiment pour moi un élément important de, bien sûr, vulgariser aussi tous les éléments liés à la politique municipale, rappeler aux citoyens qu'un conseil d'arrondissement c'est leur espace aussi pour revendiquer, pour faire valoir des enjeux. Et j'ai beaucoup travaillé aussi la proximité, c'est-à-dire travailler auprès des comités citoyens en co-construction, en étant plus accessible, parce que ce que
je voyais beaucoup, surtout que c'est une communauté où il y a une immigration importante de nouveaux arrivants. C'était un peu comprendre un peu les dédales d'un système municipal. Des fois aussi, il y a une perception liée à nos pays d'origine où l'accessibilité bien sûr, du député ou de la conseillère n'est pas toujours évidente. Donc, cette proximité-là a beaucoup favorisé un peu cette capacité d'entendre les préoccupations. Par contre, je sens qu'il y a un élan très positif dans mon district, à Montréal, pour que des jeunes de la relève issus des communautés prennent le relais. Maintenant, il faut également qu'il y ait une volonté politique, je pense à travers les partis politiques, pour donner les espaces importants pour donner l'élan nécessaire à cette contribution des Afro-descendants au niveau politique. OK, donc est-ce que vous direz que c'est un enjeu d'intégration? Est-ce que quelque part on aurait peut-être raté le détour pour une intégration réussie justement de ces communautés-là? En fait, je dirais qu'on a peut-être le défi pour une intégration réussie. Il faut aussi un enjeu de représentativité. Je crois que de part et d'autre, le fait d'avoir moins de conseillers ou d'élus qui représentent une communauté qui est capable d'interagir et de comprendre aussi les enjeux spécifiques à l'immigration ou à d'autres défis peut être un élément qui justement fait en sorte que ces communautés ne participent pas autant à la vie citoyenne et politique. Monsieur Garankeba, en tant qu'activiste politique, est-ce que vous pourriez me nommer un défi sur lequel justement vous avez dû faire du plaidoyer au sein des instances politiques, comme un enjeu que vous auriez pu remarquer qui bloque peut-être justement cette intégration-là des membres des communautés afrodescendantes sur la scène politique? Question très, très pertinente. Heureusement que tu l'envoies sous l'angle politique, justement. Il y a quelques années, j'ai décidé de briguer un poste au sein d'instances politiques. C'est pour justement représenter la cause du multiculturalisme, la cause de la diversité culturelle. J'ai cru comprendre au travers de cette implication-là que j'aurais pu être un acteur qui contribue à la sensibilisation à la cause de la diversité culturelle, de l'implication, de la participation diversifiée des citoyens canadiens. Et pour moi, c'était important parce que à un moment, moi, je me suis engagé. Je me suis engagé peut-être depuis les bancs de l'université. Donc, ça m'a poursuivi. Et comme je le disais, je le mentionnais au début, j'ai toujours cru que par ce biais-là, on peut pousser des choses. On peut pousser pour des causes. Parce qu'avant tout, c'est une question de cause qui nous tient à cœur souvent. Il faut identifier une cause sur laquelle vous êtes sensible. Et c'est sûr que nous vivons dans un très beau pays où la diversité culturelle, où le multiculturalisme est mis en lumière ou en première ligne. Sauf que les appareils politiques ou au niveau politique, le travail mérite d'être poussé. Il mérite d'être poussé pour rendre cette participation plus effective. Mais il faut aussi qu'elle se passe par nous, les acteurs des différentes communautés multiculturelles, diversifiées. Parce qu'il faut y aller. L'implication, pour moi, c'est pas... on ne devrait pas attendre pour aller s'impliquer. C'est pas... on va le chercher, l'implication. Et il y a des causes qui peuvent interpeller tout un chacun de nous à aller s'impliquer. Vous avez la cause de l'intégration. C'est un motif d'aller s'impliquer dans un appareil politique. Parce que n'oublions pas que l'ensemble des législations, autant au municipal qu'aux autres échelons de gouvernement, que ce soit au provincial, que ce soit au fédéral, mais ce sont des idées. C'est des propositions. Dans les partis politiques, c'est des résolutions qui gouvernent. Et c'est des résolutions adoptées qui, au final,
aboutissent à un projet de loi. Alors si la cause de l'intégration me tient à cœur, la cause de l'implication citoyenne me tient à cœur, mais il y a un enjeu qu'on constate qui est défaillant dans une institution et dans un organisme public, mais faisons qu'on adopte une législation qui vient corriger le tir. J'apprécie, d'ailleurs, on aura l'occasion sans doute d'entendre nos élus qui sont déjà en poste, comme le député Greg Fergus ou le député Faisal en Ontario. Mais les actions qu'ils poussent, c'est des actions qui certainement n'auraient pas pu être réalisées s'ils n'étaient pas sur le terrain. Et s'ils n'ont pas poussé, s'ils n'étaient pas élus. Et au travers de ça, moi je dis, on peut porter haut des voix et porter haut des causes qui nous tiennent à cœur. Pour moi, c'est ma perception. Et d'où je crois que l'importance de l'activisme est importante. C'est un levier essentiel pour moi pour participer à édifier une belle communauté, et pour que cette belle communauté soit fière de l'ensemble de ses membres. Il faut aussi que chacun y apporte sa contribution sous l'angle de sa passion. Alors maintenant, j'aimerais vous poser, parce que bon, vous deux, vous avez quand même justement souligné le fait que parmi les obstacles justement d'une plus grande participation politique des communautés afrodescendantes, au fait, c'était des deux bords. C'était bien sûr, d'un côté, les communautés qui ne se sentent pas encore assez interpellées pour pouvoir faire le pas sur la scène politique, mais il y a aussi l'infrastructure, les partisanes présentes qui, elles aussi, n'est pas encore prête à accueillir ces communautés au sein de leur apparatus. Maintenant, j'aimerais vous poser la question. Lorsque, par exemple, vous qui vous êtes présenté il y a pas si longtemps, justement, en politique municipale, n'est-ce pas, si je me trompe, est-ce que, justement, dans le passé, vous aviez, lorsque, justement, il y avait qui vous soutenaient, qui vous supportaient, est-ce que les communautés étaient derrière vous? Ou sinon, c'était des gens, des bénévoles, un peu par-ci, par-là? Parce que normalement, ces communautés-là, quand il s'agit par exemple de deuil, de mariage, même de revendications sociales, elles sont présentes. Mais est-ce que lorsque vous vous êtes présenté en politique, est-ce que ces communautés-là étaient présentes? Est-ce qu'elles vous ont aidé? Est-ce qu'elles étaient parmi les bénévoles? Ça, c'est la plus belle des questions que que je vais avoir, parce que la réponse est définitivement oui. C'est vrai qu'il y a quelques années, en 2017, j'étais dans la course aux élections municipales à Gatineau. J'étais fier des membres de la communauté afrodescendante, parce que je pense que c'est elle qui tu ciblais dans ta question. Elle a répondu à mon besoin d'aide, parce que René Chantal et les autres des panélistes qui sont en ligne ici savent qu'une élection aussi, on va dire, à échelle municipale qu'aux échelles provinciales que fédérales, mais ça prend des armes. Ces armes-là, ce sont les armes citoyennes, ce sont les bras des citoyens. Et moi, il y a quelques années, quand je me suis présenté, oui, le terrain, je l'occupais avec ces personnes, ces bénévoles qui m'accompagnaient au quotidien dans mes pas dans les différentes rues que j'arpentais. Mais il faut se dire aussi que c'est pas juste ça, parce que on a besoin d'un support financier pour une campagne. Mais là également, la manifestation du support n'a pas failli. Elle elle a fait toute sa différence. Et je trouve que cet acquis-là aussi, certainement, je le dois parce que les gens croyaient en moi. Il y avait je dirais pas cet espoir-là que j'inspirais ou je pourrais pu inspirer d'autres personnes également à aller de l'avant.
Donc le changement auquel on s'attend à travers cette implication-là, c'est la communauté également qui peut l'amener au travers de ces investissements-là. Et pour moi, cette aide-là, elle a fait toute sa différence. C'est des gens qui comptent pas leur temps, c'est des gens sur lesquels je me suis appuyé à n'importe quel moment de la journée ou de la soirée. Oui, mais je pense que ça a renforcé. Est-ce que c'est un cas général? J'en sais pas, mais en ce qui me concerne, je crois que oui. Sauf qu'on a besoin de plus. On a besoin de plus. Dans des villes comme Montréal, j'imagine, ou dans des villes comme Gatineau ou Toronto, l'implication de la communauté peut être encore beaucoup plus accrue lors des séances aussi importantes que des élections municipales, provinciales ou fédérales, pour donner des appuis ou donner des coups de main à des candidats qui représentent la communauté afro-descendante, mais également qui représentent le milieu dans lequel ils vivent, qui représentent leur communauté. Mais ils peuvent dispatcher leur aide au travers de leur ville, au travers de leur province, au travers de leur circonscription fédérale. OK. Madame Belinga. Écoutez, comme femme noire, bien sûr, je suis aux intersections de plusieurs réalités. Donc, il est évident que pour moi, ça m'a pris beaucoup d'audace pour franchir l'étape de m'engager en politique. Le soutien aussi de la communauté était un soutien, je dirais, à géométrie variable. J'entends par là que, bien sûr, peut-être à la différence aussi de certains collègues masculins, et je le nomme parce que c'est important pour toute femme qui s'engage en politique issue de la diversité. Le réseau, nous avons un élément, il faut continuer à faire grandir notre réseau. Les femmes sont des fois un peu moins empreintes à mettre de l'avant leur réseau, à l'entretenir. On est pris dans nos réalités personnelles, familiales, on termine les études, on élève une famille. Il y a tout l'enjeu de la conciliation famille-travail qui nous touche directement comme femmes lorsque nous nous engageons en politique, et d'autant plus lorsque nous sommes une femme issue des communautés noires. Il y a plusieurs éléments. Je suis d'origine camerounaise. J'ai bien sûr des amitiés québécoises, etc. Mais il y a aussi des éléments des fois plus traditionnels dans notre culture, dans nos réalités. Donc, il y a tous ces éléments-là lorsqu'on est une femme issue de la diversité qui s'autant en politique, où nous devons, moi je dirais souvent, trouver des mentors qui ont réussi à faire un saut, que ce soit en politique, mais aussi dans d'autres sphères, dans des conseils d'administration, qui sont dans des lieux d'influence, qui sont souvent des personnes ressources qui nous accompagnent dans chacune des étapes. Donc moi, au cours de ma carrière politique, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur des mentors, des femmes, et ça a été vraiment des éléments très stratégiques pour me donner l'élan nécessaire pour continuer à bâtir et à construire vraiment cette carrière politique stimulante. Mais bien sûr, notre communauté, je crois, est de plus en plus à l'écoute. Je regarde un petit peu, moi, dans mon district où on a une communauté italienne qui a très vite compris l'importance de se coaliser, de soutenir des candidats de la communauté italienne, de les soutenir au niveau financier. On a une communauté maghrébine aussi qui travaille très fort à soutenir aussi des candidatures, et les communautés noires également, les candidats issus des communautés noires doivent pouvoir s'appuyer aussi sur un réseau plus solide issu de leur propre milieu de vie, mais également d'un réseau aussi où on peut aller encore plus loin dans un engagement et un soutien. OK, parfait. J'ai vu apparaître nos panélistes sur Skype. So I saw our guest appearing online and on screen. Hello, can you hear me? Can you hear me now? Yes. Yeah. Perfect.
Thank you very much for your patience and collaboration. I know technical difficulties are always a hassle. So, you know, we've been actually exchanging with Madame Renée Bellinga here, who's actually the municipal councillor in Montreal North, and with Monsieur Garankeba. Alors, MP Faisal, good afternoon. And hope you're doing fine there. Well, I can't hear him now. Okay. So we were actually talking about, you know, the challenges. Of course, the challenging when it comes to getting into politics. And as you know, of course, we're talking especially at the municipal level, and of course, both of them are are from the Quebec province. And now I would like to hear more about Mr. Faisal. You know, first, would you like to tell us a little bit more about you? What actually pushed you to actually get into politics? What drives you into actually getting into politics? What are the obstacles that you made, and what are the opportunities that you have seen as well? So, la parole est à vous. Well, thank you. First, I would like to thank the African Development Network for organizing this conference online. And my name is Faisal Hassan. I was elected in the general election of 2018 in Ontario, June 7th. I am a member of the official opposition, the New Democrats here in the riding of York Southwestern, which is north west part of Toronto. And also for the first time on all, you know, it was the first time for me, you know, what involved me getting into politics was that I'm an immigrant. Of course I came from Africa, and I arrived in Manitoba, Winnipeg, where my immigration firstly there. And when I graduated from the university there, things have been tough there. So I moved here in Ontario, especially here in Weston, where I am residing for over now 22 years. And I had a job here, and my job was about to end. When my job ended, then I saw an ad in the newspaper which says that we are looking for someone to work folks who are homeless and those who are at risk of homelessness. And I was homeless when I was also in Italy, in Rome, about 8 months in my teenage years. So I said, well, this is an opportunity for you to contribute in that. It was just part-time, funded by United Way, 2 days a week. And then at the beginning, you know, when I started the job, they said you're qualified, but I said you're overqualified, but I said I really want to help the community because I had this experience, and I think this is an issue closer to me. Then when I started the first week of the job, I realized this is not a part-time job. It requires more support, and it is really a looming crisis at that time. And that was 1999, 2000. So, and then my boss told me, then we need you to do something about this because you're the only person we have in terms of being hiring part-time. So I said, then we should go to a housing and shelter division in the city of Toronto, where I met a gentleman by the name of Simon Lester, who was the housing and shelter division there. Then I asked him, this is really, we need the support of the city. I'm working here at this non-profit agency that is supporting by United Way for 2 days. And then he said that what we can do is we can hire you to work there
full-time, and as soon as I hired as transitioned into full-time, then I realized it needed to bring into academics. So we reached to a fellow by the name of Robert Morty, who was a leading housing expert at the University of York University, and he contacted his folks from some colleagues of him from University of Toronto, from University of Ryerson, and they had the first homeless conference. From there on, I was then invited to a couple of forums and continues to engage in these issues that was affecting immigrants and newcomers, and also folks who are already here, many generations. And then from there, in my riding of York South-Western was elected a gentleman who was belonging to the New Democratic Party, and his riding here, York South-Western, then had a housing issues. Still, we do have the same story on housing, and he asked me if I could work as a constituency assistant there at the constituency office, where I have also accepted to work there, and about 8 months there. He won the by-election, but he lost the general election, which meant in October 2007, the general election. And I really noticed the 8 months, the wonderful job we've done there. And I said, I would really like to continue, supporting in this regard. And he was keep running many general elections, He lost every single after that. And that was, he ran 2011, 2014, and also he lost the 2007 general election. And then 2011 came the Orange Wave with Jack Layton here in the riding of York South-Western. Was elected another gentleman as the member of Parliament, and he asked me to work and organize the constituency office, where I was the constituency assistant there. And from there on, I realized that the work I've been doing has been really behind the scene. So, and I realized the importance of diversity and representation, So I put my name forward in the neighboring riding of Etobicoke North to run for a seat for the House of Commons. And it wasn't very successful. In a nutshell, in 2018, I then decided to run my riding here in York South-Western, where I was very successful as member of the New Democratic, member of the official opposition. So this was my, with obstacles, there's always huge obstacles in a minority, a black, a Muslim, a Somali, Canadian. There's so many, challenges that will come. But I think it is persistent and trying to also have ways to solve those obstacles and problems as well. Oh, well, thank you very much. What I heard actually, first there is a calling, and the calling came actually with the what you had to go through in terms of homelessness, and the calling actually provide you with mentors and opportunities. Now I would like to hear more about you, Councillor Ariel Kayabaga. I believe earlier I was actually doing some Wikipedias on the first black candidates or black politicians, and your name appeared. Can you imagine? You're on Wikipedia, yes, as the first black female Canadians in London. Would you please tell us a little bit more about you? What actually pushed you to go into politics? And before that, did you have the same kind of trail as MP Faisal? Did you have something like a calling, something that was telling you, you gotta be more involved, you have to be the change instead of always asking for change? So, Madame Ariel Kayabaga, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, I can hear you. Awesome. I think technology is playing a little number on us today. Thank you so much for your question. Bonjour tout le monde. Very happy to be here. I'm speaking from London, Ontario, which is the Anishinaabe land. Just wanted to honor the people who have been here before and have held this land. I'm a city councillor in London, Ontario,
And my story is a little bit like what Faisal said. Also happy to see you, MPP Faisal. So nice to connect with you again. And everyone else is on the call. I saw my colleague Sharmak was also on the call, and other folks who I've connected with in politics over the couple of years. Yeah, so similar to what Faisal shared, I was community activist. I remember the first time I was on the front line, or the picket line, if I can call it. I was in high school, and we were advocating for Francophone services. As a Francophone, I hadn't learned much English. I was still learning, and I felt that people like my mom, who may have a harder time learning English quickly, we still needed services to be able to access healthcare, childcare, and different things that, you know, lots of cities in Ontario do not have access to. But really, how I got into municipal politics, I took a course on women in civic leadership. And I really didn't have a goal as to why I was taking it, other than just networking with people and learning how to support people to make the right decisions in politics. I sat at a couple council meetings where things like housing and transit were being discussed, and the lens in which these conversations were being had did not reflect the community that I was living in. I'm sure many of you know London. London is a community that has lots of working folks. 70% of Londoners are actually living on minimum wage. So they make, we make living wage wages, basically. So, and I just thought to myself, if people who are in the upper end of the finances are making decisions on transit based on who does and does not take the bus, and are representing us in a very unrepresentational way, why wouldn't I run? And that's really what made me decide to put my name forward, to make decisions that were reflective of the community that I felt I lived in and was not being represented. And when I look at the number of people who are left out when it comes to homelessness, 43% of homelessness in London is Indigenous people. There are a lot of marginalized communities here in London who are not sitting at those decision-making tables, and that's why I decided to run. I came here as a refugee as well when I was young with my family from Burundi. And I quickly realized that our entire existence, you know, coming from a country where we're fleeing the war, we already identified as minorities in my country. I'm a minority in my country. And then I get here to find out that I'm also a minority here, and I constantly have to advocate for my existence. It really helped me understand that politics is where all the decisions are being made, and many of us are not paying attention and are not at those tables, and which is why we're constantly disenfranchised in the decision making. That's really where I would say you can call it a calling, but it was a strong feeling I had in my heart that I want to be involved. I want to help make those decisions. But mostly coming from a place of feeling unrepresented. I'm a mom. I have a soon-to-be 12-year-old, and I also think about the role models that he has in his life, and the people that he is presented. And when it comes to cartoon, to music, to every day-to-day thing that we do, what kinds of people is he seeing at the top? What leaders is he able to identify with? And to this day, there aren't many. I mean, now there is. I'm his mom, so he can say my mom did it, so I can also do it. But at that time, those are the questions that I was asking myself. And I think for me also, just being able to show him that he doesn't have to wait to be asked. He doesn't have to wait to be for someone to pull his hand up to do something that he feels is impactful for him and for his community and for his friends. I think it'll leave a strong impression on him. I think going forward, the Generation Z has quite a bit of,
representation. They have a lot of people they can look up to. There's so many amazing people, even on this call, who our children can look up to and say, well, if they did it, we can also do it. And I think it'll have a really good ripple effect on just being able to see that we can access different tables of leadership, and it doesn't just have to be in politics. It can be in anything. Like, my son hates politics. He doesn't want to be in politics, but he's thinking, I want to lead, the manga art industry and include, people like myself, and see more Black heroes in cartoons and in anime. And those are the kind of conversations that make me really proud, and that make me feel like the sacrifice of being the first or being the only one at a lot of these tables is worth it, because the ripple effect that happens and the impact it has on our children going forward is meaningful. So that's why, I guess, if I can say that and conclude there, I think there's a lot of work to be done. I think there's going to be an army of young Black people who are going to be involved in this work. And again, it doesn't just have to be in politics, and politics has different aspects of ways that people can get involved, even activism. And just seeing the younger generation lead these conversations and these tables is really inspiring. And I look forward to continuing to see many names go on that list and move forward, the agenda of the well-being of our community in this country. Thank you very much, Councillor Kayabaga. Councillor Charmake-Dubo, are you with us? So, Councillor Charmake-Dubo, by actually going through your bio, I see that you actually got into politics while with the status of a refugee, and Councillor Charmake-Dubo, who he's actually a councillor in Victoria, BC. If I'm, am I right, Mr. Dubo? I'd like to know what were the. Of course, I came here as a refugee myself, and let me tell you that when actually I came here as a refugee, I was definitely not looking into getting into politics. I was mostly looking at, of jobs, of things to bring on the table, and etc. So I would like to know a little bit of, what actually pushed you from you getting into Canada and having your refugee status and being like, I'm getting into politics. This is really integration, speeding integration. Can you please tell us more about what pushed you actually into getting into politics as a refugee? Thank you, and thank you for having me. And I'm very happy to join you from the capital city of British Columbia, Victoria, the Algonquin speaking people territory, Songhees and Squamish Nation. And I give my gratitude and love and solidarity with my Indigenous brothers and sisters every day, and work hard to play my role in reconciliation. I think my story is not different from the story of MPP Faisal and my colleague Councillor Ariel, and it's great to see everyone here. I think I have similarity with MPP Faisal, because my journey also started from Winnipeg, and it's also started from Somalia. So I came to Canada in 2012, and before that I've lived several countries, including Egypt, and that's where actually my educational and my activism and organizing begin. I graduated from Cape Breton University in Nova Scotia 2008. Then after that, I realized that to access jobs in Cairo, I have to get work permit as a foreigner, although I was a refugee there. Due to that, I wasn't able to work in my field, which is computer science, information technology. So I ended up
and working in migrant justice, refugees, and issues related to human rights, and did a couple of works and research at the American University in Cairo at the Center of Migration and Refugee Studies. So while I was doing that work and working with the African refugees and some of Syrian and Iraqis in Cairo, Egypt, and myself at that time, I was a refugee there. Then the Arab Spring happened in the Middle East, and particularly Egypt, where I was living at the time, in 2011. Then my work got a little bit risky because we were advocating for human rights and work related to people who crossing borders and seeking safe haven. And Egypt is considered a root country where asylum seekers and refugees come. Some of them end up staying decades, some of them go to Libya and elsewhere to continue their journey to the West. So because of the revolution and the Arab Spring, I was fortunate enough to get sponsored to Winnipeg in Manitoba as Faisal MPP. I wasn't aware actually that his journey began from there. So I got sponsored in Winnipeg, and I remember vividly and clearly I came in night and relatives and friends welcomed me and had a good night's sleep because I was really tired. The flight was long, and in the morning my relative took me to CIC. Previously known as, but now it's known as IRCC, the Immigration Refugees Citizenship. And if you can hear me, could someone type yes so that yes, we can hear you. Okay, I can hear great, you. Yes. Great. And then I went to the CIC office in 2012. At that time, the Harper government, the Conservatives were in government, Harper government, and when we went to CIC office, we've told the office has been closed. At that time, I believe the federal government decided to close physical offices of the immigration around the country and have a centralized hub and some main offices in some main cities. So I wasn't able to change my address for the permanent resident. Then I left Winnipeg after 4 days and continued my travel to the West. And I was just doing road trip backpacking. And it's not a unique story. Most of the refugees do that. But I was fortunate enough to have a lot of friends and people that I have supported and people that I've walked across Canada. So I wanted to know this massive country. At the beginning, I didn't know. When people told me I'm in Vancouver or I'm in Halifax, I said, oh, I'll see you, you know. I didn't know how expensive it is to travel and to see everyone. So 5 months I was just traveling on the road. And before I finished my 6-month road trip, in 5 months, I got a job in Victoria to work with immigrant youth as a wraparound services for youth in Victoria. And that's how I ended up in Victoria. I didn't know people here or didn't even know the city. So I ended up in October 2012. Then at that time, there was refugee health cut. There was a lot of immigration related issues at a federal level. And because of that and my previous work for fighting for migrants and refugees back in Cairo and Egypt, I just continued my activism. And thanks to Harper government, they reactivated me 9 to 5. I support newcomers at my work,
And after 5 p.m., I was activist. And on the weekends, and I was activist as well. And that's when I also joined the Canadian Council for Refugees and joined the steering committees, then ran for election to be co-chair at the overseas and protection, because I was also interested in the rights of African refugees overseas and making sure the Canadian government really give attention to the African refugees and their rights, and also prioritize. So I was involved at that discussion at the national level, then became co-chair for the immigration and settlement at the Canadian Council of Refugees working group. Then I became on this, the board of the CCR, Canadian Council for Refugees, and volunteered locally, even in Victoria, tenant action groups, because I'm still a renter, I'm still tenant, and my city, 61% of the population are renters. I'm also transit rider, and I totally agree, Ariel, as she was talking about, who do we make policies for? And is the common and are the policies for everyday people, right? So because of all that work I was doing, then all the Syrian refugees that came 2015, then 2016, 17, I was doing that work and helping the Syrian refugees adapt and adjust to the regional the capital region, Greater Victoria, and I was just busy that work, and on the side I was doing all other activism, particularly migrant justice and tenant rights. And then one day I came back from Vancouver. If I remember clearly, it was World Refugee Day. It was 2017. I wasn't even citizen. It was June 20th in 2017. Came back from Vancouver from a short trip. Then I was speaking at the City Hall, and we were doing UN flag raising for UNHCR flag raising for the refugees. And I was so proud to initiate organizing for World Refugee Day in Victoria. So the steering committee at that time, which I was a member of it, gave me the honor to speak at that time. I don't usually look good as MPP Faisal. At that time, I wore suit and tie, and I was speaking at the City Hall. And then when I finished my speech, and the mayor came to me, the current mayor, who was also a mayor at that time, in 2017, and she told me, like, wow, you were authentic, and you really, I've seen you organize, and I've seen you being active. Have you ever considered running for an office? And I was like, wow, what made this woman, amazing human being, say that? And she left that seed in my mind. And then I asked her, can we have a coffee? I really want to know what made you say that. And she said, okay, email to my office. And then I did it, and then I had coffee with her. I said, what made you say that? What did you see in me that made you say? Because I've never had someone in politics. I've never organized political, but I did organize against like pushing governments to do the right thing. But I've never volunteered, for instance, like I wasn't party and volunteer or things like that, organized political campaigns or things like that. So then from that, I thought about it, and as someone who has been activist and organizing and helping immigrants and newcomers really navigate the system and access to services, and how government denies services, and because of that, I was like, okay, because I was organizing on the ground,
and advocating and using that tool. But then I understood change happens at the institutional level, and people who make the decision, who set the policies, who set the tone for the country, usually don't have those lived experience, or there's a gap of misunderstanding the reality on the ground. Yeah. So then I wanted change to happen in institution, and then I ran for an office to really bring like center policies at the common good and set policies for everyday people. So then 2018 I ran for the first time, because 2017 I became citizen. Yeah. And because in Canada you can only run if you're a Canadian citizen. I got elected. And just to end, why I chose municipal government was, first I wanted government to have really authentic partnership and center engagement with the communities they serve. And the question always I ask myself is, who are we serving? And plus local government is really close to the people, and people have relationship with local government, and people have a proximity in decision making, and that is why I got into local politics, to try to see what change I could make. And it has been 3 years, quite interesting, quite challenging, as both of my friends earlier mentioned. Thank you very much, Mr. Dubo. You know, as my colleague here was telling me, you know, we're running a little bit out of time. However, we still have a good 23 minutes right in front of us. So, you know, this is actually fascinating. I couldn't interrupt any of you because I think that your stories, the three of you, have so much in common, but at the same time, has actually they are authentic. They are, how can I say that? They're actually demonstrating that that if Afro-Canadians do not get involved into politics, politics will decide for them. So maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Franklin Epapé. Monsieur Franklin Epapé, vous avez été donc candidat pour les élections à Barrhaven. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les leçons que vous pourriez partager avec nous et avec tous ceux qui veulent se lancer en politique? Parce que souvent, lorsqu'on se lance en politique et que bon, on échoue une première fois, des fois il y a des gens qui disent bon, peut-être que c'est pas pour moi, hein, ou sinon peut-être que le système n'est pas prêt à avoir des gens comme moi justement à être sur la table de décision. Alors quelles sont les leçons que vous pourriez nous partager et surtout les recommandations? Alors oui, effectivement, c'est toujours un challenge. C'est toujours un challenge décider de se présenter aux élections d'une façon ou d'une autre. Donc je remercie déjà Ariel pour son temps, qui est une très bonne amie parce qu'on s'est présenté la même année. Faisal aussi, thanks for your time, Faisal, for being today. Je pense simplement que il faut donner la possibilité à notre. L'une des choses les très importantes en fait, c'est de faire comprendre à notre communauté que les décisions sont prises sur les tables. C'est pas hors des tables. Et pour être assis sur la table, il va falloir s'impliquer. Et pour s'impliquer, il est impératif qu'on puisse joindre les communautés et prendre des décisions. Alors, moi, je ne vais pas être très long. Mais je vais simplement dire que on a besoin de ce type de rencontre. On a besoin de ce type de conférence. Parce qu'il est impératif que notre communauté comprenne la valeur d'être assis sur une table. Vous voyez, Faisal l'a dit, Ariel aussi l'a dit. Si on n'est pas assis sur une table, on ne peut simplement pas être représenté et donner des décisions qui vont comprendre les besoins de notre communauté. Nous avons des besoins et nous avons des revendications. Mais si nous ne sommes pas assis sur des tables, nos revendications, à la limite, elles sont nulles. Raison pour laquelle la clé ici, en fait, c'est quoi? C'est d'asseoir notre communauté. Nous donner la possibilité de comprendre. Parce que vous savez que nous n'avons pas les valeurs. Nous prenons du temps à comprendre c'est quoi la politique. Si on ne comprend pas c'est quoi la politique, ça nous donne même la difficulté à s'intégrer dans cette politique-là. Si vous regardez
les trois panélistes qui ont parlé avant moi, chacun a une histoire. Ils sont arrivés comme réfugiés. Ils ont regardé l'environnement et ils se sont dit, il faut qu'on s'implique. Moi, j'ai eu la chance d'être arrivé plutôt comme travailleur qualifié. Mais quand j'arrivais, j'avais une autre logique. C'était de travailler, faire du blé pour ma famille. Je ne mettais pas en considération tout ce qui était le volet politique. Par contre, c'est une priorité. Et c'est l'unique façon qui va vraiment nous donner cet équilibre communautaire que nous cherchons tant. Alors, pour atterrir, qu'est-ce que je vais simplement dire, c'est quoi? C'est que ADN, ce qu'ADN est en train de faire aujourd'hui, c'est particulier, mais on a besoin de plus que ça pour aller vers nos communautés, leur faire comprendre la valeur de la politique et leur faire savoir aussi que si on ne décide pas de mettre les notes sur la table, on n'aura pas simplement des gens qui vont comprendre nos besoins et qui vont parler pour nous. Donc, je vais d'abord m'arrêter là pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, Franklin. It's actually very interesting. Unfortunately, we don't have enough time since, you know, we lost a lot of time, you know, with technical difficulties. I would have loved to actually ask you more questions as your stories are really fascinating. However, you know, I would like... J'aimerais justement poser à chacun des panélistes, mais si vous pouviez me donner ça en 2 phrases. So in 2 sentences, I'm going to ask each panelist to give me, you know, what will be the reason, what is the reason why, you know, we observe that Afro-descendant communities are not voting as massively as they should. This is 1. And 2, what would be your last, you know, your last advice, not your last advice, but your advice in order to have more engagement from Afro-descendant members to actually get more involved, either by voting or by even, you know, getting into politics. And getting into politics does not mean necessarily to actually present your candidacy. You can actually, you know, be active into politics by, I don't know, by going into a political party, by volunteering and etc. So if you could give me, each one of you, you know, 2 sentences on why they're not voting massively and what is your advice to those who are listening to us in terms of, you know, more engagement, more political engagement. Alors je vais commencer donc par ceux qui sont avec moi aujourd'hui. Donc je vais commencer Madame Renée Chantal Belinga. Alors, premièrement, pourquoi les gens ne votent pas aussi massivement? C'est une question quand même très large. Ce que je dirais qu'il y a 2 éléments importants. C'est la représentativité, donc pouvoir se voir à travers les lieux d'influence, être représenté autour d'une table. Et je crois aussi qu'il y a tout l'enjeu de l'éducation et de la sensibilisation sur toute la mécanique pour bien sûr devenir candidat à une campagne politique à tous les paliers, mais également aussi pour comprendre l'impact d'une décision au niveau politique dans un espace, moi je suis au niveau municipal, dans un espace dans lequel on vit. Donc je pense que des fois, voilà, c'est sensibilisation, éducation, représentativité aussi qui sont des éléments qui doivent être peut-être pris en considération pour bien sûr inviter nos concitoyens à s'engager plus, mais aussi à trouver les solutions. Moi, je pense que les éléments viennent des deux côtés. Les partis politiques doivent aussi tendre la main et s'assurer d'aller aussi à la rencontre justement d'organisations où il y a des leaders forts pour nous assurer d'avoir plus, bien sûr, de politiciens issus de la diversité. Ok. Monsieur Garankeba? Sur le premier volet de ta question, Samba, souvent, la première des questions qu'on se pose, on se dit, mais qu'est-ce que ça va changer? La question-là nous revient souvent quand on interagit avec les membres de la communauté, parce qu'on considère qu'on est dans un océan minoritaire. Alors on se dit, mais qu'est-ce que ça va changer? Ça, c'est comme un doute qu'on a que ça ne changera rien. Mais ça aussi, c'est
ça tient compte de l'histoire, hein, de l'historique. On se dit, mais on se bat, les choses ne changent pas. Qu'est-ce que toi, Garanké, tu peux changer? Ben, je dis, je sais que je peux changer. Mais écoutez, c'est justement de rebâtir cette confiance-là, d'inspirer pour que demain, comme mentionnait Ariel au début, André aussi le mentionnait, le demain des enfants. Ça leur permet d'avoir un repère et se dire, ben, écoute, demain, si je me lève et que je souhaite être député, je souhaite être député autant au fédéral qu'au provincial qu'au municipal, ou même au niveau scolaire, parce que la beauté de ce pays-là, c'est que les institutions politiques sont à plusieurs niveaux. Donc, le niveau qui vous interpelle, si c'est l'éducation de vos enfants qui vous interpelle, dans n'importe quelle province de ce beau pays-là, vous avez des institutions scolaires, des institutions qui administrent le système le système éducatif. Allez-y là, pour accompagner le développement scolaire de votre enfant, parce que c'est là où vous pouvez influencer le système éducatif. Si c'est à l'échelle provinciale, où vous pouvez pousser pour des politiques, pour des enjeux, c'est là également. Et si vous allez au fédéral, c'est encore un autre niveau. Alors pour moi, ne pas y aller, c'est qu'on bloque un changement qu'on veut avoir pour demain. Et pour revenir au dernier volet de ta demande, moi ce que je dirais aux membres de notre communauté, c'est de voir les opportunités qu'offre ce pays-là et de se dire quand on y va que c'est possible. Regardons l'histoire de nos amis qui viennent de présenter leur parcours, ceux qui ont eu le processus, qui sont venus au Canada en tant que réfugiés, comme toi, comme tu le mentionnais, qui inspirent. Mais quand on prend derrière aussi tous ceux qui sont venus par le biais, on va dire, du processus normal, mais on se dit, mais tout est possible. Tout est possible. Alors, ne nous limitons pas par des obstacles purement subjectifs, mais tout est possible. Bâtissons un réseau, allons-y avec confiance et apprenons sur nos erreurs. Si on perd à une élection, ben, c'est un premier exercice pour le deuxième. Absolument. Alors, moi, je fais un appel à tout le monde d'être actif de leur quartier jusqu'à l'échelle de leur ville, de leur rue jusqu'à l'échelle de l'institution fédérale, par exemple. Donc, allons-y et soyons dans le mouvement. C'est le seul moyen par lequel on peut influencer l'avenir. Okay, thank you very much. MPP Faisal, because those are the realities. Both of them are actually on the Quebec side, and yourself and Ariel are in Ontario. So I guess that it's a different reality to the question that I have asked. So what do you think is actually, blocking or, stopping the Afro-descendant communities to vote massively or to be more involved into politics? I think there are different issues that could be involved in this. One of the things that I mentioned earlier is the representation. So I think that representation matters, and when people feel represented, they get involved more. I think I have seen a number of people who have been involved in the last 3 years more than I've observed before, especially when it comes to municipal politics, because people don't actually pay attention. The number of Canadians in general, not just our people, that pay attention to municipal politics is very, very small. And in the last 3 years, there has been an increase of participation in municipal politics, and not just because of representation, but also because of the pandemic. So when people were, at home experiencing the pandemic, we were able to see the exposure of the loopholes that are actually in our system and the different people who are affected by it and the different ways that they're affected by it. So I think that
that's one of the problems, like the lack of representation. The second part is also the lack of information and the lack of understanding the different levels of government and what they do and how they affect and impact our community. So I think one of the greatest thing that we can do as the people who are either elected or involved in different aspects in politics can continue to bring that awareness and very much translate in the political jargon into a very easy language that everybody can understand so that people can get involved. So for example, in the last provincial election, when I was trying to get my community to be involved, I made like a small communication card that explained what provincial government was, you know, what kind of impact it would have, whether it was education, transportation, just the different issues that the provincial government is in charge of, so that people can understand why it's important to vote. But I'm going to really stress on the part where representation really has a strong impact. When I ran in the last election, it was so hard to even get, you know, organizations to really participate. But now you just send one email, everybody will show up. Because now they understand the work that we're doing, why we're doing it, the impact that it has on our community, and the power that the community actually holds to affect change. So, you know, in London, Ontario, we have seen quite the shift. You know, we have had 3 major protests in the last couple of years. Yeah. The first one was an environment, so it was a climate change protest where we saw 1,000 people show up. I think that was the most numbers of people we had ever seen show up at any protest. The second one was the Black Lives Matter, where over 10,000 people showed up. And then the third one was July 1st for in support of the Indigenous communities. Over 20,000 people showed up. So London is really waking up. Our communities are really waking up to, one, understand why they have to get involved, understand the kind of power that they hold, and also understand that this is their government. They elect people to do the work. And the last thing I'll say too on the lack of participation from our communities, many people, you know, in the African community, and even more than that, but I'll speak on the African community because I'm African originally. I'm from Burundi, just like Sandra. Many of us come from countries that are war-torn, and a lot of times our community members are not interested in participating in politics because they associate war, you know, bloodshed. They associate fear and trauma to politics. So it really does take time for people to understand how politics is done here. And that's also something that we can do if we already are involved in the system and have that understanding. We can try to do more awareness, and I think a lot of organizations are working on that. So my last comment would really just encourage people to continue to put out information, even if you feel like people are not really getting it or they're not accessing that information. There'll be at least 1 or 2 people who are going to read that information to understand why we have to get involved, what it is that we're getting involved in, and really do a lot of smaller groups of meeting together to understand each group's issues and how we can even move one agenda forward. So when people start seeing results on even one agenda, it really encourages them to continue to push forward. So whatever work that our communities are doing now is good. It's meaningful. It's making a strong impact, even if it was to get on a Zoom call with 5 women in the community who are perhaps living alone, or 5 seniors who are living alone, and just have that connection. Or if you know, are joining a meeting to help people do their taxes, or whatever it is that we're doing within our communities is good work, and that's the work that we have to really amplify. And someone earlier, I was at another meeting, said it takes a village to raise and elect the elected official. So let's continue to work within those walls of villages and raise the people who are going to represent us in the future, and continue to watch the ripple effect that it has on everyone. But keeping in mind that the 3 major reasons why our community doesn't participate is
lack of information, trauma-based reasons, and I forget what the third one was that I said earlier, but there are, and lack of representation, sorry, lack of representation, trauma-based reasons, and lack of information. And when we can address those three things, we can continue to see what kind of ripple effect it's going to have. I can predict that in the next 10 to 20 years in this country, we're going to have a lot of Black representation in every single province of the country, on every single levels of governments, whether it be municipal, provincial, or federal. And let's also not forget that, you know, the pop culture, the most popular culture in North America is Black culture. So we can actually influence and impact a really large population in this country, not just the Black community, but even the larger community. So our contributions are great and will continue to be great. Thank you very much, Councillor Kaibaga. You know, again, you know, we're actually arriving at the end of this amazing discussion. However, I would like to ask the last question. There's only 3 minutes left. The last question to Councillor Dubo, and I'm not sure if he's still online. Councillor Dubo? You're right here, okay. And this question actually comes from the platform. There's actually 2 questions from the platform, but unfortunately we don't really have time. And this is actually in regards to the situation with the Green Party and it's, you know, the situation with the Green Party and its leaders, what is happening at this moment. So what is your comment, your impression, and what would you say about the situation? How, you know, the conflictual situation, the first Black woman leading a federal party, what would you be your, and the conflict that it has resulted for XY reason, what would you say about that? Are you asking that question to me? Yes, I'm asking you that question to you. Oh, it's actually it's from the platform. It's not from me. It's from our audience. I think it is a very important question, and just briefly, because we have 3 minutes. Yes. One, I wasn't following closely what is happening in terms of the Green Party, so I cannot comment onto that. But what I could say is that when we elect or when we appoint Black leaders, we also have to create the infrastructure for them to succeed. And we know that all of you and any person of African descent, and if they are in a political party or if they are in a organization and any community, and Black people are under more scrutiny and more likely to be dismissed, face overt discrimination or microaggressions are consistently undermined. And this is a reality that all Black people face, regardless where they work or which organization they part of. And that's why that a lot of us and many Black people fear bringing their whole selves to work and community spaces due to unwelcoming organizational cultures and a dominant white narrative that continue to select which aspects of our leadership are welcome and which are not. So this is a general for all Black people, and I cannot speak in particularly aspect of the Green Party. Thank you very much, Councillor Dubo. Unfortunately, this is the end of that discussion. It was very rich, despite the technological issues. However, I would like to end our conversation with that text from the Right Honorable Lincoln Alexander. One of course, the first federal MP
here in Canada. And so he said, I'm not the spokesman for the blacks. That honor has not been given to me. Do not let me ever give anyone that impression. However, I want the record to show that I accept the responsibility of speaking for him and all others in this great nation who feel that they are the subjects of discrimination because of race, creed or color. Et je pense que ce qu'a dit l'honorable Lincoln Alexander résonne encore jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Et que vous êtes aujourd'hui, vous les panélistes qui êtes impliqués en politique, ceux qui sont porteurs justement de ce message. Vous êtes non seulement là pour adresser les failles d'un système qui a été mis en place par les peuples fondateurs, mais qui est un système qui change aussi avec sa population, qui change aussi avec sa démographie et qui change aussi avec la présence de plus en plus importante de nos communautés afrodescendantes. Alors, sur ce, je vous remercie tous de votre présence. I would like to thank you all for your presence, for your words, for sharing your stories, and also for the different lessons and recommendations that you provided throughout that discussion. Au nom de Africa Development Network, je vous remercie.